et bienvenue dans un nouvel épisode du balado Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke, généralement appelé DPAE. Je suis Marie-Sophie de Mauflis, docteur en droit et chargée de cours à forfait pour les programmes de DPAE. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sam Arsenault, étudiant en première année au baccalauréat en sciences politiques. Bonjour Sam. Bonjour Marie-Sophie, bonjour à nos auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Maître François Côté. Bonjour Maître. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et encore mieux quand je suis au micro et quand je reviens auprès du programme de DPAE, c'est toujours un plaisir. Super. Avant d'aborder ce qui a trait à votre rôle d'avocat, on aimerait ça prendre le temps d'en apprendre davantage sur vous. Pourriez-vous nous donner un aperçu de vos parcours académiques et professionnels? Ça nous permettrait de mieux vous connaître. Alors, comme vous le savez, ici à l'Université de Sherbrooke, j'ai participé à la fondation et à la formation du programme de DPAE où j'ai eu le bonheur et le privilège d'être chargé de cours à forfait pendant 2 ans. Je me spécialise beaucoup dans ce programme de formation en droit politique, droit constitutionnel, mais également théorie du droit, fondement du droit. Mais comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, beaucoup d'années d'études et beaucoup de café. J'ai commencé mes études de droit ici à Sherbrooke en 2003. En fait, je suis, je vous dirais, les 4/5e de ma formation sont ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en droit civil où j'étais un étudiant quand même bien motivé, mais assez moyen. C'est surtout lorsque j'ai commencé à rentrer dans le domaine des études supérieures où j'ai vraiment découvert ma passion et ma vocation. Donc, après mon bac en droit ici à l'Université de Sherbrooke, je me suis inscrit dans un programme de maîtrise en common law et droit transnational où j'ai eu l'opportunité de faire une maîtrise en common law, ce qui m'a amené à rencontrer la différence de pensée juridique. Parce que dans le programme de baccalauréat en droit, on étudie le droit dans la version civiliste avec notre pensée juridique québécoise. J'ai été appelé à découvrir la pensée juridique de common law dans le programme de cette maîtrise, ce qui m'a amené à m'intéresser beaucoup plus à ce qui se faisait de différent à l'international, ailleurs dans le Canada, ailleurs dans le monde. J'ai réussi à me qualifier pour un programme de double diplomation, de double maîtrise, où j'ai passé la prochaine année de ma vie à Montpellier, en France, où j'ai fait une maîtrise en droit international. Par la suite, je suis revenu au Québec, j'ai terminé mon barreau, puis, j'ai également terminé une maîtrise en biologie moléculaire. J'étais inscrit au programme de droit et sciences de la vie, ça s'appelait droit et biotechnologie à l'époque. Mon Dieu que je me sens vieux juste à dire ça. Mais donc, j'ai fait ma maîtrise en biologie moléculaire. Je ne me sers pas souvent de la biologie moléculaire. Cependant, dans les quelques dossiers que j'ai eu à aborder, ça m'a été très pratique. Mais surtout, de manière générale, c'est surtout l'esprit scientifique qui a profondément changé ma manière de penser. Ceci dit, donc, je fais mon barreau, je commence à travailler dans la pratique. J'ai travaillé dans le domaine du droit des affaires, droit des PME, toujours de la justice de proximité, près des gens, près des petites entreprises. J'ai fait ça pendant 3 ans. Puis après ça, je me suis rapproché de l'Université de Sherbrooke où j'ai commencé à obtenir un premier contrat. J'ai fait accréditer le programme de droit transnational et common law auprès de la Fédération des juristes professionnels du Canada. Et une chose menant à l'autre, je me suis rapproché, je me suis laissé séduire par l'appel du doctorat et j'ai débuté ma thèse de doctorat en droit ici à l'Université de Sherbrooke qui m'aura occupé pendant les 7 prochaines années de ma vie, en même temps que, tout en ayant mon propre cabinet, parce que j'ai fait mes 3 premières années au privé, puis après ça, j'ai ouvert mon propre cabinet pour justement me laisser la marge de manœuvre nécessaire pour mes études, parce que des études de doctorat, ça demande quand même significativement de temps. Donc, j'ai ouvert mon propre cabinet en même temps de commencer à découvrir un intérêt pour l'enseignement, pour la recherche, pour l'académique, ce qui m'a amené à devenir chargé de cours, d'abord au collégial, puis après ça à l'université, où j'ai commencé à enseigner en histoire du droit, en droit des obligations et de la responsabilité civile. J'ai fait un peu de droit des assurances, droit des sûretés et des hypothèques. J'ai réussi à rendre ça intéressant. Et comme beaucoup de nos confrères, bien sûr, ici à la faculté. Après ça, alors que ma thèse de doctorat était en train de se terminer, le professeur Rousseau donnait naissance au programme de droit et politique appliqué de l'État où je faisais partie d'un des chargés de cours de la première heure. J'ai commencé à enseigner le droit et politique appliqué, notion fondamentale de droit. Et une chose menant à l'autre, donc après 2 ans, j'ai fini par soutenir ma thèse, qui a été un grand moment. C'est d'ailleurs là où j'en ai profité pour demander ma fiancée actuelle en mariage. Ça a été un moment assez sympathique de ma vie. Puis, on va se marier le 22 février. Puis, durant le reste de l'année, continue à prendre des dossiers. En parallèle, je m'implique de plus en plus dans les dossiers politiques auprès du législateur. Je suis devenu conseiller sur plusieurs projets de loi, beaucoup de mémoires parlementaires plus tard. Et
Une chose menant à l'autre, on arrive à fin 2023, début 2024, et l'organisme Droit collectif Québec ouvre un poste d'avocat général et de directeur juridique à temps plein, où j'ai postulé et j'ai obtenu le poste. Et me voici maintenant, depuis le 29 janvier 2024, pour mes 40 ans, avocat général et directeur juridique chez Droit collectif Québec, en même temps de garder un petit pied dans le monde académique, où je suis encore chargé de cours, où j'enseigne le droit constitutionnel ici à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc voilà pour résumer. Merci. Félicitations pour votre futur mariage. Oui. Merci beaucoup. Félicitations aussi pour votre embauche au sein de Droit collectif Québec. Votre parcours, ainsi que vous le disiez, semble se trouver aux confins du droit et de la politique. Puisque, ainsi que vous le disiez, vous avez été chargé de cours à forfait au sein du DPAE. Vous êtes donc mon prédécesseur à ce poste. D'ailleurs, Et je vois que le programme est entre bonnes mains. Merci. Je fais un petit rappel pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne le sauraient pas. La faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, en collaboration avec l'École de politique appliquée, propose un programme de DESS en droit et politique appliquée de l'État. Venez nombreux l'année prochaine. C'était le petit moment promo. Alors, ainsi que je vous le disais, François, votre parcours semble se trouver aux confins du droit et de la politique. Avec ce nouveau poste, justement, d'avocat, pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets de la manière dont ces deux aspects, le droit et la politique, se manifestent dans votre emploi actuel, mais aussi plus largement dans votre parcours? Alors, je vais commencer par tout simplement prendre la balle au bon. Ce que mon estimé consoeur vient de dire, c'est absolument pertinent. Le programme de droit et politique appliqué, il y a beaucoup d'avenir. Inscrivez-vous. Ceci dit, maintenant, pour répondre à la question, le droit et la politique ont toujours historiquement marché dans la main. Marcher main dans la main, l'un avec l'autre, et ça, mon Dieu, jusqu'aux empires mésopotamiens qu'on peut retracer ça. La politique et le droit est le véhicule par lequel la politique exprime ses choix et en même temps rétroagit pour enligner la politique dans les directions futures. Donc, c'est véritablement une relation fusionnelle au travers de l'histoire, et la société contemporaine n'y est pas étrangère. Le droit fait marcher la politique fait marcher le droit. En quoi est-ce que ça se rencontre concrètement, par contre, dans la pratique d'un juriste? Parce que là, bon, d'accord, le théoricien qui parle dans sa tour d'ivoire, mais sur le plancher des vaches, concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, lorsqu'il est temps de faire bouger les choses. Alors, bien sûr, et ça, je me rappelle de mes études, mon Dieu, je me sens vieux lors de cette entrevue, mais je me rappelle de mes études, c'est qu'un des premiers conseils qu'on donne, c'est en dire le moins possible. Pas de commentaires, ne pas préjudicier la position du client, ne rien dire devant le micro et tout, garder le silence. Et dans la mesure où vous êtes dans un dossier qui est strictement individuel, ce conseil peut ne pas être de mauvais augure. Par contre, quand vous essayez de faire bouger les choses, quand vous essayez d'obtenir des changements sociaux, quand il est question, par exemple, de militer pour un projet de loi ou contester une loi nouvellement adoptée, quand on veut influencer les choses, il est nécessaire de faire ce que j'appellerais de la politique avec le droit et de faire également du droit en tenant compte de la politique. Je vais vous donner un exemple, un exemple mineur, relativement, mais qui a eu lieu mars, si je ne m'abuse, il y avait eu une tentative. Il y a eu, le gouvernement du Québec étudiait la possibilité d'apporter des changements à la carte électorale. Et ça se passe au travers de la loi électorale. Et changement à la carte électorale implique nécessairement d'adopter des règles de droit pour y faire suite. Et là-dedans, eh bien, j'ai représenté les électeurs de la circonscription de Matane-Matapédia, circonscription qui aurait été dissoute par Élection Québec si le projet avait vu le jour. Et il y a eu un discours politique, il y a eu des sorties dans les médias, il y a eu la production d'un mémoire et d'une lettre de commentaire auprès du ministre et qui ont amené un changement politique. Aujourd'hui, la circonscription a été maintenue. Soit dit en passant, j'ouvre une parenthèse pour dire le fédéral n'a pas emboîté le pas. Et là, on est au cœur d'une poursuite avec le fédéral dans l'affaire Deschênes pour justement sauver la circonscription de Gaspé au niveau fédéral. Autres exemples, tout ce qui est la question, par exemple, on en a vu passer, peut-être en avons-nous vu quelques exemples, quelques informations là-dessus, un tout petit projet de loi qui s'appelle la loi sur la laïcité de l'État, qui a quand même fait énormément jaser. Et avant même que ce projet devienne loi, il y a eu énormément de discussions politiques.
qu'est-ce qu'on va devoir avoir comme contenu et aussi quel est le goût et l'acceptabilité sociale de la chose. Parce qu'il est facile, et c'est un écueil duquel on doit se méfier, il est facile pour les juristes d'évoluer dans leur tour d'ivoire, de se dire le droit fonctionne comme ça, sans nécessairement chercher à communiquer l'information et avoir la rétroaction nécessaire auprès des principaux intéressés qui sont les justiciables et le public eux-mêmes. Donc, dans des dossiers, particulièrement des dossiers de grande envergure, qui touchent les droits collectifs et non pas seulement des questions individuelles, la communication politique est extrêmement importante pour obtenir de la visibilité, pour faire jaser, pour faire parler du dossier, pour par rétroaction, amener de plus en plus de commentaires, d'inflexions politiques de la part de la communauté juridique et de la communauté citoyenne plus large. Je vais vous donner un autre exemple. Ça va être une question qui va venir plus tard. Je vais la garder pour plus tard. Mais je vais revenir avec la loi 96. Autre exemple, la modernisation de la Charte de la langue française. Ça, c'est un gros dossier. C'est un dossier de droit. On parle quand même de la langue commune de la nation. Mais il y a aussi un gros volet politique pour savoir vers quelles orientations souhaite-t-on aller et comment est-ce qu'on peut discourir politiquement à l'intérieur des paramètres du droit. Et ça, et je vais conclure mon intervention là-dessus, c'est que autant le droit et la politique s'influencent, que autant chacun doit tenir compte de l'autre. Le droit va mettre en place les paramètres à l'intérieur desquels la politique peut œuvrer. Par exemple, et là, je sors un exemple complètement exagéré juste pour l'illustrer, pourrait-on adopter une loi pourrait-on adopter un discours politique qui parlerait, par exemple, de, je sais pas moi, pour durcir la violence en ligne. Actuellement, il y a un projet de loi à l'étude devant le gouvernement fédéral. Pourrait-on rétablir la peine de mort? Ben non, voyons, on a mis des paramètres de droit sur quels sont les choix politiques qui peuvent être faits. Mais en même temps, le politique peut aussi s'interroger sur un instant, ces paramètres de droit-là, est-ce qu'on peut les revoir? Par exemple, qu'est-ce que de la haine dans un discours en ligne? Qu'est-ce qu'une action raisonnable? Que sont les genres d'états financiers qu'on veut avoir pour une société cotée en bourse, et ainsi de suite? Alors, il y a toujours un discours et une rétroaction constante qui nécessite d'avoir une connaissance de la réalité des deux milieux. Et c'est ça qui rend particulièrement attrayant et intéressant le programme de DPAE. Encore une fois, pour résumer. Ben, justement, vous avez dit que vous ne vouliez pas rentrer dans la question tout de suite, mais je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Vous êtes actuellement au sein de l'organisme Droit collectif Québec. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus c'est quoi les droits collectifs à l'opposition des droits individuels? Alors, il y a une distinction entre droit collectif et droit individuel, mais qui est un petit peu plus difficile à saisir dans ce que j'appellerais le contexte géopolitique de la common law nord-américaine. C'est beaucoup plus quelque chose qui est davantage connu et courant dans les contextes européens continentaux, beaucoup plus d'ascendance civiliste, mais le Québec est civiliste et c'est tout à fait normal pour nous de faire cette distinction. Pour la résumer au plus simple, je vous dirais que le droit collectif, ce serait l'ensemble des droits qui seraient accrus à tous les citoyens et qui cherchent à influencer l'environnement juridique dans lequel on existe. Par exemple, si je vous parle de droit collectif, ce serait le droit pour tous et chacun de pouvoir travailler et gagner sa vie en français. Alors, un droit individuel, c'est un droit dont un individu peut se saisir pour dire « je demande que telle situation ponctuelle qui m'affecte personnellement soit réformée par une décision de la Cour. » Exemple, mon employeur ne m'a pas payé mon salaire. Bon, eh bien, mon employeur me paye très bien, soit dit en passant, je ne vais pas me plaindre. Mais mon employeur ne m'a pas payé mon salaire, alors je m'en vais chercher un ordre de cour contre cette personne-là particulière. Telle loi porte atteinte à mes libertés fondamentales, je m'en vais chercher une injonction ou je m'en vais chercher un contrôle judiciaire, pour faire casser cette loi parce qu'elle porte atteinte à mes intérêts. Mais on est toujours dans une vocation de c'est le justiciable lésé qui s'adresse à la justice pour casser une situation qui porte atteinte à ses intérêts. Et ça, c'est la philosophie classique Dworkinienne de ce qu'on appelle les right as trumps. Donc, que l'individu puisse invoquer ses droits comme une carte joker pour demander avec force judiciaire qu'une situation qui lui porte préjudice à lui individuellement prennent fin. La question des droits collectifs, bien sûr, ça inclut les droits individuels. Les droits collectifs ne sont pas en inadéquation avec les droits individuels, mais ils font également rentrer un volet, et là, j'utilise le terme avec des gros guillemets, parce que je ne veux pas non plus rentrer dans toute la connotation politique que ça apporte, mais avec une vision un peu plus républicaine, au sens res publica, le bien commun, la chose collective, l'environnement juridique. Je vous donnais par exemple l'exemple de la langue française. Si on parle du droit linguistique au Québec, ça, c'est indubitablement un droit collectif, parce
qu'il vient faire en sorte de proposer un environnement de base dans lequel l'État, le public avec un grand P, vient créer un environnement qui favorise l'utilisation du français, la progression du français, qui ne va pas s'appliquer à un individu, mais à tout le monde de manière interchangeable, commune et globale. Même chose pour la question de le droit à la laïcité de l'État, par exemple. On veut créer non pas une situation individuelle, mais un environnement où tous les justiciables, indépendamment de leurs caractéristiques personnelles et de leurs intérêts personnels, vont avoir tous accès à, par exemple, un système d'éducation exempt de pression religieuse, exempt de messages religieux, qui va au contraire embrasser des valeurs laïques qui font l'agrément collectif. Donc, la question du droit collectif, vraiment, je reviens sur ma métaphore initiale, le droit collectif, c'est vraiment le droit qui vient chercher à créer un environnement juridique qui va s'appliquer, pardonnez encore qui va s'appliquer ad erga omnes, à tous, plutôt que de viser des situations individuelles. Et il ne faut pas placer les droits collectifs et les droits individuels nécessairement en opposition, mais plutôt les droits collectifs et les droits individuels fonctionnent en complément, mais dans l'environnement juridique, particulièrement de common law nord-américaine, les droits collectifs sont un peu le parent pauvre de la pensée juridique de common law. Et c'est un peu ce qu'on cherche à remettre de l'avant, parce que les droits collectifs ont toujours fait partie de l'histoire et de la mentalité juridique du Québec. Et d'ailleurs, même si on regarde toute la Révolution tranquille, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est qu'un immense mouvement de droit collectif. L'adoption de la Charte de la langue française, la récente loi sur la laïcité de l'État, mais également aussi certains types de réformes qu'il y a eu en matière de droit du travail, droit de la retraite, les conditions de travail, et ainsi de suite, mais toujours dans une perspective beaucoup plus universaliste que individualiste. Merci pour ces définitions très éclairantes. Justement, vous parliez de Droit collectif Québec, donc de l'organisme pour lequel vous travaillez. Si on se penche un peu plus sur cet organisme, il tend, me semble-t-il, à protéger la différence québécoise. Pouvez-vous nous expliquer ce qui fait qu'au sein de cet organisme, le droit québécois est considéré comme différent? Pourquoi fonctionne-t-il si différemment du reste de l'environnement juridique canadien? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Bien sûr. Alors, quand on parle de la différence québécoise, on va en parler ici sur deux chefs. Il y a la différence politique. Alors, je pense que je ne choquerai personne en disant que politiquement, le Québec a tendance à avoir des choix politiques un peu différents de ce qui se passe dans le reste du Canada. Notre position en matière d'environnement, en matière de liberté reproductive, en matière de droit international, nos positions sur la langue, sur la religion, effectivement. Politiquement, le Québec fonctionne différemment. Il y a des choix politiques différents. Et je reviens encore sur l'exemple de la loi sur la laïcité de l'État. Par exemple, au Québec, la laïcité et la véritable neutralité religieuse de l'État qui passe au travers des institutions et des personnes qui y prennent charge, elle est vécue et pensée différemment que ce qui se passe dans le Canada anglais. Et si vous regardez, lors de l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, qui a reçu quand même un appui historiquement massif, là, la loi sur la laïcité de l'État, elle est socialement très, très, très acceptée. Elle est demandée, elle est bienvenue au Québec. Et au Canada anglais, mon Dieu, regardez les déclarations qu'il y a eu de la part de premier ministre, maire, opposants politiques, députés et autres. C'est perçu pour beaucoup comme une odieuse atteinte aux libertés individuelles. Pourtant, d'un côté comme de l'autre, c'est, pardonnez l'expression, mais c'est pas des deux de pique qui ont rédigé la loi, qui l'ont défendue, qui s'y opposent. Pourquoi, au juste? Et c'est là où on arrive au deuxième volet, c'est que juridiquement, il y a une distinction dans les prémices et les paramètres de base avec lesquels on pense et on agit en droit. Il ne faut pas perdre de vue, le Québec est différent, non seulement d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue juridique. Notre système de droit, notre tradition juridique ne fonctionne pas de la même manière que le système et la tradition juridique du reste du Canada. Alors, le Québec est une juridiction civiliste, d'ascendance de droit civil, et nous tenons nos racines là-dessus de notre héritage de Nouvelle-France. Nous avons été fondés civilistes en Nouvelle-France, bon, d'abord de facto, puis après ça, à partir de 1664, avec l'édit de création de la Compagnie des Indes occidentales, corrigez-moi sur le titre, mais où on a formellement implanté le droit civil comme système, et ce système-là, qui se base sur une vision du droit qui va rechercher
au niveau tant des structures, des sources et des méthodes, qui va rechercher une logique d'ensemble, qui va rechercher à voir le droit comme étant un tout cohérent. Ce système-là, et je vais en parler un petit peu dans quelques instants, mais ce système-là s'est implanté comme notre manière de voir le droit et a été implanté comme quelque chose qui provient de la base. Il ne faut pas oublier que le droit civil en Nouvelle-France, qui deviendra Québec, c'est un projet pilote qui vient de la base, qui n'a pas été imposé d'en haut. Et malgré la conquête, ce système, il est resté. Et bon, malgré une parenthèse de 1763 à 1774, où l'Empire britannique a tenté tout simplement de lessiver le droit civil, ça n'a pas marché, ça a été un échec retentissant, il est revenu en 1774 et l'Acte de Québec a reconnu que le Québec est régi par un système de droit civiliste. Et à partir de là, il y a eu certains retraits qui ont été attribués à la Common Law britannique, qui est l'autre système de droit qui s'applique au Canada, qui est, lui, le système de droit d'origine britannique, notamment dans certains domaines de droit encadrant les structures de gouvernance, ainsi que tout ce qui relève du droit criminel et pénal, où là, c'était l'autorité politique de la couronne qui ne pouvait tout simplement pas se permettre d'avoir un système de droit qui n'est pas le sien, qui pouvait s'appliquer. Mais le Québec, à l'exception de ces quelques domaines où la common law s'applique, et ça, ce n'est pas contesté que le droit criminel au Québec, par exemple, il est régi par la common law. Certains domaines de droit administratif, effectivement, ont aussi des aspects de common law, mais à la base et par nature, nous sommes civilistes. Et dans le Canada anglais, à la base et par nature, c'est common law. Et si vous regardez le Canada dans son ensemble, il n'y a que le Québec qui est civiliste dans ce qui concerne ses compétences constitutionnelles et certaines des compétences fédérales qui s'appliquent au Québec. Et là, il y a une différence entre la théorie et la pratique, mais là, l'entrevue ferait 3 heures si je rentrais là-dedans. Alors que partout ailleurs au Canada, c'est common law mur à mur. Maintenant, je vous parle de droit civil, je vous parle de common law. C'est quoi la différence concrète entre les deux? Ça se résume à 3 grands aspects. Les structures, les sources et les méthodes. Je le résume, puis ça a été l'objet de ma thèse. Si jamais vous avez un petit peu de difficulté à dormir, d'ailleurs, ma thèse à peu près 600 pages va être éditée aux éditions Yvon Blais. Ça devrait paraître début janvier 2025. Quand on parle des structures, on parle de l'organisation du droit par rapport à lui-même. Les structures de droit, comment le droit se construit-il comme une science? Du côté civiliste, on cherche à comprendre et à voir le droit comme un grand tout cohérent où tout est lié. La définition que va avoir un concept de droit dans une loi va lier la définition qu'il va recevoir dans une autre loi et dans une autre loi et ainsi de suite. Les définitions, par exemple, l'architecture du Code civil, qui se veut une véritable architecture juridique de la pensée en droit, va avoir des répercussions partout, dans toutes les autres lois. Toutes les lois sont liées entre elles et elles participent d'une pensée cohérente qui tend vers l'unité théorique. Le droit est une science cohérente. En common law, les structures sont différentes. Au contraire, on ne cherche pas cette unité théorique, on cherche plutôt à maximiser l'efficacité de chaque domaine indépendamment des autres. Alors bien sûr, il va y avoir des grandes lignes qui vont lier le tout, ce n'est pas le chaos total, mais on cherche beaucoup plus à maximiser l'efficacité sur le terrain de chacun des domaines de droit. Et dans cette perspective, le droit fiscal, par exemple, ne va pas nécessairement parler beaucoup avec le droit familial ou le droit de l'environnement. Les libertés fondamentales n'auront pas nécessairement énormément de liens avec le droit criminel à moins de se rencontrer et ainsi de suite. Donc, au niveau des structures, c'est différent. Au niveau des sources également, quelles sont les autorités qui font le droit? On a des visions radicalement différentes là-dedans. Du côté civiliste, on parle de l'idée, encore là, républicaine, je prends des guillemets ici, mais on parle de l'idée républicaine que le droit, il est un acte de volonté, que le droit, c'est un acte de choix, que la société veut se doter de certaines règles de droit parce que on part de la prémisse que le monde naturel est un monde d'inégalité et d'injustice et que le droit est l'outil social par lequel on cherche à remédier à ces inégalités, à ces injustices, parce que l'humain est inégal. Ça, c'est le hasard des naissances, la loterie du destin, font que nous avons, pour le meilleur ou pour le pire, nos forces et nos faiblesses dans plein de domaines, et le droit est une manière de dire, nous allons, à titre de société, vivre d'une certaine manière qui va respecter la dignité et l'égalité de tous, malgré ces différences, sans les effacer pour autant. Mais donc, on part d'un choix de société qui veut se matérialiser dans le droit au travers de son législateur. Le législateur, donc, le corps politique qui adopte les lois, aujourd'hui il est démocratique, jadis il fut monarchique, mais donc le législateur incarne la voix de la nation et incarne le choix de ce qu'on veut être comme droit. En common law, les sources de droit sont différentes. Le législateur
partagent la lumière avec les tribunaux. D'ailleurs, dans le système civiliste, les tribunaux sont des agents du droit. Je ne veux pas dire qu'ils sont des agents du législateur. Il y a l'indépendance entre le législatif et le judiciaire. Mais les tribunaux, dans un système, dans une tradition civiliste, leur rôle n'est pas de faire, d'écrire et encore moins de réécrire le droit à la place du législateur. Ils vont l'interpréter, le compléter, éliminer les incohérences, bien sûr, mais ils ne sont pas des créateurs, ce sont les agents de confiance les plus fidèles du droit pour l'appliquer tel qu'il est et non tel qu'ils croient qu'il devrait être. En common law, c'est là où se trouve la distinction. Les juges, en fait, tout le droit en common law est considéré comme un dialogue entre, d'une part, l'autorité législative qui incarne le politique, mais entre aussi, d'autre part, la sagesse judiciaire qui se voudrait un peu un contrepoids au populisme, au possible démagogisme de la politique. Si on regarde dans les théories de Bentham et si on regarde, les théories fondatrices de la common law moderne, la common law se méfie du législateur en disant que oui, l'autorité politique, on doit tenir compte, mais en même temps, gare à la tyrannie. Et là-dessus, la common law a, alors, en raison du passé qui est le sien, avec tous les abus de pouvoir catastrophiques qu'il y a eu sous les dynasties des Tudors et l'absolutisme royal, on a une certaine méfiance envers le législateur. Et les juges sont vus un peu comme des arbitres qui se tiennent à distance et qui disent, nous, on va regarder on va regarder les règles de droit, on va regarder la loi, non pas dans le but d'être les fidèles agents du législateur qui vont l'appliquer. Et s'il y a un problème politique avec le droit, eh bien, ça va être à la volonté nationale de faire changer la loi au travers des élections. Nous, on va dire non, un instant, on va être là comme gardiens des libertés civiles qui sont en parallèle et ou au-dessus, dépendamment des circonstances, du législateur. Mais ça nous donne un rapport face au droit qui est complètement différent. Jamais un juge civiliste ne se permettrait de réformer le droit parce qu'il est d'opinion que ça ne respecte pas telle ou telle liberté fondamentale ou que ça ne respecte pas tel ou tel principe d'effectivité, alors que le juge de common law, au contraire, va s'estimer dans le devoir de le faire. Et particulièrement, ce qui nous amène maintenant au troisième aspect, les méthodes. Le droit civiliste voit l'application du droit en société, oui, dans une perspective collective, mais aussi dans une perspective individuelle, tandis que du point de vue de la common law, on est beaucoup plus du côté de presque tout à l'individuel. Et quand on regarde plusieurs individuels, le collectif en common law est beaucoup plus un agrégat d'individualisme. Et on aura beaucoup plus tendance à regarder quel va être l'effet individuellement vécu, individuellement perçu. On donne énormément plus de place au subjectif. Regardez par exemple en matière de liberté religieuse. Si on regarde en 2004 dans l'affaire Amselem, quelles sont les croyances religieuses? Comment est-ce qu'on définit au juste ce qu'est une croyance religieuse? La Cour suprême, je ne dis pas que je suis en accord avec cette décision, moi je me raccroche beaucoup plus à la décision dissidente du juge Lebel, mais l'histoire a été tenue par le juge Iacobucci qui a écrit autrement, pour la majorité, qui disent que dans la perspective de la Cour suprême, et ça c'est une vision très common law, les obligations religieuses, qu'est-ce que c'est au juste, puis c'est quoi, jusqu'à quel point une personne doit être tenue de respecter un commandement religieux? Eh bien, c'est selon sa croyance religieuse sincère, purement subjectif. Qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi je vis? Et si vous regardez d'ailleurs, dans les contrôles de raisonnabilité constitutionnelle de nos lois, la vision de common law regarde beaucoup l'aspect subjectif. Qu'est-ce que l'individu va vivre? Et ça, pour l'individu, d'accord, c'est un point de vue. Mais du point de vue collectif, on évacue tout le discours collectif et tout le discours universaliste et universellement transposable pour des questions strictement individuelles. Et je ne suis pas en train de dire qu'un des deux systèmes est meilleur que l'autre, mais les deux systèmes sont différents. Et pour conclure, juste rapidement, parce que je vois le temps qui file, au niveau des méthodes, la pensée juridique de common law est une pensée qui est largement subjective, inductive et qui est basée sur ce qu'on appellerait un droit de demandeur. La pensée de common law est là pour donner des outils à un justiciable pour se plaindre d'une situation et demander redressement à la justice. Et là, les tribunaux sont considérés comme ayant essentiellement des pouvoirs souverains qui sont encadrés et limités par le droit, par les règles législatives qui leur dit « Tribunaux, vos pouvoirs sont orientés dans une certaine direction pour tel ou tel type de dossier. » Donc, le droit est vécu par les tribunaux comme... le droit législatif est vu par les tribunaux comme une restriction au pouvoir
adjudicateur des cours et des tribunaux. Alors que du côté civiliste, au contraire, le droit est vécu, perçu comme étant la volonté de la nation qui s'exprime au travers de ses lois et qui vient donner les paramètres et les pouvoirs nécessaires pour que les tribunaux puissent accomplir leurs fonctions. Des méthodologies et des manières de voir les choses qui sont entièrement différentes. Si je vous parle de religion, si je vous parle de laïcité, par exemple, est-ce que, mon Dieu, dans les débats sur la laïcité de l'État, du point de vue civiliste, on parlait énormément de le devoir de protéger les enfants, les justiciables, les membres du public qui vont recevoir des services, de protéger l'esprit malléable de l'enfant de 5 ans qui est dans sa classe et qui va être exposé à tout le symbolisme, tout le discours, toute la pression religieuse, sans même mauvaise intention de la part de son professeur, mais qui incarne une figure d'autorité. Et on pense justement au droit de l'ensemble de tous ces justiciables. Alors que si vous regardez du côté du discours adverse à la loi 21, on parlait de la liberté individuelle de l'enseignant, de la personne qui va devoir enlever son symbole religieux pour pouvoir continuer à enseigner. Une vision beaucoup plus subjective, beaucoup plus individualiste, versus une vision qui va beaucoup plus prendre en compte les droits collectifs de l'ensemble. Et comme je le disais, il n'y a pas un système, il n'y a pas une tradition qui est intrinsèquement meilleure que l'autre. La common law a son génie, a ses mérites, le droit civil a ses génies et a son mérite. Et l'un comme l'autre est tout à fait approprié et justifié pour la nation à laquelle il s'applique. Mais, et c'est un peu la problématique éternelle du Québec depuis le début de la Fédération canadienne, voire même avant, c'est que les deux systèmes sont largement frères, bien sûr, mais ne sont pas frères jumeaux et ont des différences. Droit civil et common law sont tous deux des héritiers de l'Europe chrétienne, sont tous deux des héritiers de l'Empire romain. Ils sont beaucoup plus proches qu'ils ne le sont, par exemple, de la charia, du Talmud, du confucianisme ou du dharmisme, qui sont d'autres traditions juridiques dans le monde. Mais ils ne sont pas 100% interchangeables. Il y a des points de discorde, il y a des points de divergence, et quand un système essaye de s'imposer par-dessus l'autre, c'est là où ça génère des étincelles. Et c'est là, justement, où le fait que le Québec fonctionne différemment prend toute son importance à l'intérieur du contexte constitutionnel. Par exemple, la loi 96, la récente grande réforme de la charte de la Charte de la langue française, qui vient renforcer beaucoup de droits collectifs, notamment en matière de financement des écoles, notamment en matière de fonctionnement interne. Également, la loi sur la laïcité de l'État, qui vient changer bien des choses. Elle est vue d'une certaine manière par la pensée civiliste, mais qui accroche avec la pensée de common law, qui teint partout ailleurs la pensée juridique et constitutionnelle, notamment la jurisprudence de la Charte canadienne, la jurisprudence de la Cour suprême, rendue au nom de la Charte canadienne. Et c'est là, justement, où on redouble d'efforts chez Droit collectif pour rappeler et réaffirmer. Et depuis, mon Dieu, presque une dizaine d'années, il y a un regain d'intérêt, il y a un regain de flamme pour la défense pas seulement politique, mais également juridique de cette différence québécoise, ne serait-ce qu'avec l'utilisation de la clause non-obstant, les dispositions de souveraineté parlementaire, dispositions dérogatoires, on les appelle, qui amènent à marteler par le législateur que le droit québécois fonctionne différemment, ne l'oublions pas. Et ce n'est pas qu'on est en train, par exemple, de faire un aveu de liberticide en invoquant la disposition dérogatoire, mais on est en train de dire qu'on n'a pas une confiance aveugle que les tribunaux canadiens et la Cour suprême va bel et bien respecter tous les tenants et aboutissants du génie du droit québécois au moment d'appliquer des solutions juridiques à des enjeux juridiques et politiques, notamment dans la fameuse loi sur la laïcité de l'État où on a évoqué la disposition dérogatoire. J'ai fait partie de dire maître à penser, ce serait immensément trop arrogant, mais j'ai fait partie de ceux qui ont participé à l'élaboration de la loi 21. Et là-dessus, ce n'est pas du tout le fait qu'on avoue qu'il y a une négation des libertés civiles pour mettre en place un objectif politique. Non, pas du tout. C'est qu'on est en train de dire que on n'a pas nécessairement confiance dans le fait que les tribunaux vont accepter la lecture civiliste des libertés fondamentales et préféraient imposer une lecture qui n'est pas nécessairement celle du Québec alors qu'elle est légitime. Et c'est ici, ça c'est un exemple où on rappelle la distinction juridique entre l'environnement québécois et l'environnement canadien, entre les droits individuels et les droits collectifs, entre le droit civil et la common law. Pour résumer.
Wow! Merci beaucoup. Merci pour ce grand résumé. On sent bien à travers l'ensemble de ce que venez de vous dire, bien que ce soit des sujets quand même assez controversés, parfois, notamment l'utilisation de la disposition de dérogation, la laïcité, des sujets vraiment d'actualité et pour lesquels il y a tout un tas d'autres pensées possibles. On sent bien en tout cas tout l'amour que vous portez au Québec et toute la défense des droits collectifs du Québec que vous souhaitez apporter dans le cadre de votre organisme. Juste pour ouvrir une petite parenthèse, c'est que derrière la question de la défense des droits collectifs, il y a aussi toujours une grande part de ce que je pourrais appeler de droit démocratique qui est lié à la capacité d'une société de faire par et pour elle-même ses propres choix. Parce que derrière toute la question du droit, il y a aussi la capacité de qui va adopter ce droit et en fonction de quels critères. Et ça, c'est toujours lié à l'autonomie politique. Et justement, c'est un des aspects derrière l'importance des droits collectifs, parce que c'est au travers de ces droits collectifs et au travers justement de leur défense que une société démocratique est plus et mieux à même de faire par et pour elle-même ses propres choix, quitte à imposer par et pour elle-même ses propres limites en disant non, ça c'est une limite qu'on ne veut pas franchir. Il y a tel droit fondamental qu'on va dire non, ça ce n'est quelque chose qu'on ne doit jamais enfreindre, mais que cette décision, elle provient de nous-mêmes, plutôt que de se faire imposer par une autorité extérieure ou imposer par une autorité qui n'aurait pas été élue, mais qui aurait plutôt été nommée, par exemple. Je vous ramène sur un autre sujet d'actualité. Droit collectif Québec a fait les manchettes cette année en entamant une action inédite dans l'histoire de la Fédération canadienne. Vous poursuivez la Cour suprême du Canada en raison de son refus persistant de traduire officiellement en français les décisions unilingues sur son site web. Je vous laisse nous en parler un peu. C'est un peu un fantasme d'étudiant en droit constitutionnel qui se réalise, mais effectivement, nous, droit collectif, le 1er novembre, si je ne m'abuse, nous avons formellement poursuivi la Cour suprême du Canada. En fait, pour être technique, en fait, on poursuit le bureau de la registraire de la Cour suprême du Canada. Détail technique, mais qui change tout, parce que la Cour suprême en elle-même, l'institution de la Cour suprême, en fonction de la loi sur la Cour suprême et puis la loi sur les juges de loi fédérale, c'est en réalité les 9 juges de la Cour suprême ainsi que leur cabinet personnel, à peu près 3 à 5 personnes. On parle au total d'à peu près une trentaine de personnes, mais l'ensemble de l'institution de la Cour suprême, c'est plus de 500 employés, si je ne m'abuse, citez-moi pas sur les chiffres, mais et toute la question de le site web, les archives, le greffe et tout, non, pas le greffe, pardon, mais tout ça, c'est de la fonction publique fédérale. C'est le bureau de la registraire, c'est le bras administratif qui est financé par le ministère de la Justice et c'est notamment eux qui sont responsables de la mise en ligne et de la communication. Donc, pour aller cibler la Cour suprême, techniquement, on ne poursuit pas les juges, qui, eux, sont protégés dans leur champ de force de l'indépendance judiciaire, de l'autonomie de gestion des tribunaux. Et ce n'est pas notre objectif, d'ailleurs, on ne cherche pas à les poursuivre nécessairement, mais où est, et c'est pour ça qu'on passe au travers du bureau de la registraire, et j'en arrive à parler maintenant du cœur du sujet, c'est que les décisions de la Cour suprême du Canada, depuis 1970, depuis l'adoption de la loi sur les langues officielles, une loi fédérale, sont rédigées systématiquement en français et en anglais. Et elles ont été mises en ligne sur leur site web en français et en anglais. Sauf que, à partir de 2019, ils ont commencé à mettre en ligne les décisions antérieures à 1970. Alors, durant le début des années 2000, il y a eu un processus de numérisation des décisions. On change de génération technologique et autres, et ils ont commencé par mettre en ligne les décisions déjà bilingues. Et après ça, à partir de 2019, ils commencent à mettre en ligne les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi sur les langues officielles. Et, eh bien, ils les mettent uniquement dans la version originale. Or, ça représente un peu plus de 6000 décisions. Je vous dirais à peu près 95%, probablement plus, d'entre elles sont rédigées uniquement en anglais. Et c'était la langue de plaidoirie des parties. Et elles ont été mises en version unilingue sur le site web. Et ça, mine de rien, c'est quand même la version française de ces décisions qui font droit, qui font autorité, ne l'oublions pas, c'est quand même de la jurisprudence. La règle du précédent de stare decisis s'applique. Ces décisions ne sont pas accessibles à la connaissance juridique du citoyen francophone. Alors, ce n'est pas vrai de dire qu'au Canada, tout le monde parle anglais. Non. Déjà, la moitié de la population au Québec
ne parlent pas anglais. On n'est pas tous à Montréal et on n'est pas tous non plus des Gen Z qui ont grandi dans l'univers Netflix. Une bonne partie de la population n'a tout simplement pas la connaissance linguistique nécessaire pour aborder ces décisions. Et ça, c'est même sans parler des francophones hors Québec, pour qui la situation est encore, disons, plus importante. Et toutes ces décisions-là, notamment, par exemple, je vais sortir un exemple cité par le professeur Turp, l'affaire Roncarelli contre Duplessis, un arrêt fort qu'on étudie encore en droit constitutionnel, qui met en place certaines grandes lignes de ce que le pouvoir exécutif n'a pas le droit de franchir comme ligne au niveau de contrôler l'accès au permis, les décisions administratives qui ne doivent pas être prises sous l'arbitraire du premier ministre, et ainsi de suite. C'est quand même un arrêt de principe capital et important. Il n'y a toujours pas de version officielle. Et la loi sur la langue officielle prévoit que toutes les décisions qui doivent être publiées, qui doivent être communiquées au public, doivent l'être dans les deux langues. Et à partir du moment donné où le bureau du registraire de la Cour suprême fait l'acte de communication de sortir les décisions de leur vénérable tablette sur la bibliothèque des archives de la Cour suprême où ils accumulaient la poussière pour les rendre disponibles au public. Ça, c'est un acte de communication qui est distinct de la décision originale. Et au moment où il doit le rendre public, cette nouvelle publication qui a lieu en 2019, elle doit être faite dans les deux langues officielles. Et je ne sors pas un lapin de mon chapeau. Il y a eu une première plainte qui a été faite auprès du commissaire aux langues officielles en 2019 par une avocate qui, justement, travaille dans le domaine du droit fédéral et qui n'est pas lié à droit collectif, qui travaille dans le domaine du droit fédéral, qui avait beaucoup à se servir de décisions de la Cour suprême, de décisions dans les deux langues, et qui constate que les décisions antérieures ne sont pas traduites. Je ne peux pas m'en servir. Et s'il n'y a pas de traduction officielle, ça veut dire que j'ouvre une parenthèse, s'il n'y a pas de traduction officielle, ça veut dire qu'aucune traduction maison n'a de valeur. Par exemple, si y a dans un texte, c'est marqué Plaintiff must make reasonable efforts. OK? Est-ce que c'est des efforts raisonnables? Est-ce que c'est des efforts rationnels? Est-ce que c'est des efforts suffisants? Le simple mot qu'on va utiliser pour traduire peut entraîner une panoplie de différences. Et le fait qu'un traducteur choisisse un mot ou un autre, on a besoin d'une version officielle à laquelle se rattacher, sinon ça peut faire des divergences qui n'en finiront plus. Donc, si on n'a pas de version officielle, et qu'on n'est pas bilingue, on ne peut tout simplement pas traduire. On est obligé d'aller à l'externe, c'est des coûts, des frais, des démarches supplémentaires et surtout une perte d'accessibilité à la connaissance même du droit pour tous les francophones du Canada. Une première plainte a été logée auprès du commissaire aux langues officielles, qui est quand même l'organisme fédéral responsable de veiller à ce que les institutions fédérales, comme le bureau de la registraire de la Cour suprême du Canada, respectent les langues officielles. Cette première plainte a abouti sur une conclusion que, oui, la loi sur les langues officielles était violée par le bureau de la registraire. Et au lendemain du rapport du commissaire aux langues officielles, tout le monde se disait, bon, on a un rapport avec des recommandations de faut faire traduire la décision en français. Jamais personne ne se dirait que, écoutez, une institution comme la Cour suprême, ils vont pas ne pas suivre le rapport. Voyons. Et rien n'a été fait. Or, il faut savoir que dans la loi sur les langues officielles, la partie plaignante, à partir du moment donné où le commissaire aux langues officielles a rendu son rapport, elle a un délai de 60 jours maximum. Corrigez-moi, c'est peut-être 30, mais elle a un délai très court pour instaurer un recours en justice. Et l'avocate initiale, ma foi, personne ne pensait que le bureau de la registraire n'allait pas respecter la recommandation. Elle n'a tout simplement rien fait et on saurait la blâmer. Le délai a expiré et rien n'a été fait. On arrive, le temps passe, on est en 2022, 2023, et Droit collectif constate que toujours rien n'a été fait. Et on dépose nous-mêmes notre plainte en disant comment ça se fait que ces décisions qui font l'histoire, mais qui font pas, ce n'est pas que du patrimoine culturel, comme le juge en chef le mentionne. C'est vraiment des sources de droit qui s'invoquent et qui se citent encore aujourd'hui. Personnellement, j'ai déjà cité des décisions antérieures à 1970 dans mes procédures. J'ai même été cité, jusque dans ma tête, des décisions qui remontent au 19e siècle. Donc, j'ai une décision je pense que c'est l'affaire canadienne-pacifique en 1892. Et ça a encore une importance. Et même si la décision a fait l'objet d'un renversement, s'il y a eu un changement à la loi, ça explique quand même les principes de droit, l'évolution du raisonnement, les précédents, les exemples, les analogies. Les décisions ne meurent jamais vraiment. Et on a constaté qu'elles n'étaient toujours pas traduites et on a instigé. On a déposé une plainte auprès du commissaire aux langues officielles et sans surprise, on est arrivé au même résultat. Il y a une violation de la loi, mais cette fois-ci, on s'est servi
de tous les articles de la loi sur les langues officielles et on a déposé une poursuite en cour fédérale pour aller chercher une ordonnance de traduction des décisions, en même temps qu'un jugement déclaratoire et une lettre d'excuse ou une déclaration judiciaire au même effet, pardon, ainsi que des dommages et intérêts qui seraient tous versés à des... Mes excuses. Et des dommages et intérêts qui seraient tous versés à des organismes de promotion et de défense de la langue française, pas uniquement au Québec, d'ailleurs, à l'ensemble de la francophonie canadienne. Et là-dessus, pour rester dans les derniers développements du dossier, alors ça a fait grand bruit, parce que jamais ça n'avait eu lieu auparavant, mais là, on amène la Cour suprême à, et je dis ça avec le plus grand respect envers l'autorité de nos tribunaux, mais les tribunaux, s'il y a quelque chose, doivent être les premiers à respecter la règle de droit et l'état de droit, et surtout pas évoquer des arguments budgétaires, par exemple, de dire « Ah, ça coûterait trop cher, ça intéresse personne ». Juste pour le dire, dans l'affaire renvoi sur le droit linguistique du Manitoba, cet argument-là lui-même avait été plaidé devant la Cour suprême, et la Cour suprême l'avait elle-même rejeté. Donc, il est curieux de voir qu'il soit sorti de l'autre côté de l'équation cette fois-ci. Mais à tout événement, on tient à rappeler que personne, et pas même les tribunaux, ne sont au-dessus du respect de la règle de droit, et que la loi sur les langues officielles commande que l'ensemble de la connaissance juridique qui est publiée par le Bureau de la registraire le soit dans les deux langues officielles. Donc, on a déposé nos procédures, ça a fait grand bruit. La semaine suivante, le registraire de la Cour suprême a décidé unilatéralement, sans aviser les parties ni la Cour, de retirer toutes les décisions antérieures à 1970 de son site Web. Alors maintenant, si vous allez sur le site Web de la Cour suprême, vous n'allez rien trouver antérieur à 1970. Ça n'existe pas, il n'y a plus rien. Or, du point de vue de Droit collectif Québec, à partir du moment donné où on avait on a ouvert une instance en justice avant que ça n'ait lieu, c'est une tentative de dissimulation de preuves, c'est une tentative de frustrer l'effectivité de la justice et on poursuit de l'avant avec nos procédures et on maintient le cap à l'effet que les décisions de justice doivent être traduites. Et oui, techniquement, la Cour suprême, ses 9 juges et leur cabinet privé, bien sûr, sont dans leur bulle d'indépendance et d'autonomie judiciaire, mais la jurisprudence, l'accès au droit, au travers même du Bureau de la registraire, qui est quand même le gardien des portes de l'accès à la Cour suprême, doit être respecté. Et c'est pour ça qu'on a instauré notre recours, et c'est pour ça qu'il va de l'avant et qu'il fait grandement jaser. Pas juste au Québec, mais au Nouveau-Brunswick, auprès des Francescois, auprès des communautés franco-ontariennes. Il y a véritablement un intérêt au-delà du Québec à une telle question et qui ramène, disons, le respect de la règle de droit par les tribunaux, par l'ensemble de la fédération et l'importance du bilinguisme pour l'ensemble de la fédération canadienne qui a été très mise à mal par les dernières années. Et là, qu'on ramène, disons, d'actualité par ce geste qui a vocation à rappeler que personne, pas même la Cour suprême, n'est au-dessus des lois. Effectivement, en sus du principe du bilinguisme qui pose cette question essentielle, il y a aussi la question de l'accès au droit que posent toutes ces circonstances-là et le fait d'avoir supprimé les décisions de la Cour suprême antérieures à 1970. J'aimerais maintenant revenir peut-être un petit peu sur ce que vous nous disiez précédemment, sur une société qui se fait par elle-même, pour elle-même. Le 25 novembre dernier, le comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne a rendu son rapport. Avant de rédiger son rapport, ce comité a invité la population à remettre des mémoires et vous avez répondu à travers Droit collectif Québec à cette invitation. Vous avez rédigé un mémoire intitulé, si je ne me trompe pas, « De la capacité à faire ses propres choix ». Dans celui-ci, vous proposez, entre autres, de doter le Québec d'un conseil constitutionnel et de réformer la Charte des droits et libertés de la personne. Pouvez-vous nous parler de ces deux propositions et peut-être aussi nous expliquer plus exactement comment vous conjuguez la science juridique et la politique appliquée de l'État en tant que praticien du droit à travers ces propositions-là? Alors, en soi, le formulé de ces propositions est un exemple de conjugaison entre la science politique et la science juridique. Parce que pour suivre des objectifs politiques de républicanisme, de nationalisme, de démocratie, on utilise des propositions de droit
pour atteindre un nouveau résultat. Donc déjà, c'est un exemple concret. Mais pour revenir sur la question initiale, donc, alors, à l'intérieur de notre mémoire, il y avait plusieurs choix, mais notamment doter le Québec d'un conseil constitutionnel. Alors ça, c'est une idée de mon cru, de laquelle... Bon, de mon cru. Si je suis monté aussi haut, c'est grâce aux épaules des géants qui m'ont précédé, bien sûr. Mais cette idée-là, je m'inspire beaucoup du modèle français, du modèle européen continental. Ce serait l'idée, à l'intérieur même de l'Assemblée nationale. Alors, on ne chercherait pas, bien sûr, à damer le pion au pouvoir judiciaire parce qu'on tient compte du fait que, pour l'instant, le Québec est toujours partie de la Fédération canadienne et on ne peut pas ignorer ce qu'il y a dans la Constitution canadienne. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que chaque province a aussi sa propre constitution interne. Au Québec, elle est non écrite, mais dans d'autres provinces, comme par exemple la Colombie-Britannique, la Terre-Neuve, le Manitoba, ils ont leur constitution écrite. Le Québec peut s'en doter une. Et à l'intérieur de ça, on pourrait prévoir qu'au sein même de l'Assemblée nationale, on va créer un nouvel organe qui serait le Conseil constitutionnel. Et cet organe-là aurait, et là on calque un peu sur la France, mais aurait vocation à l'étape pré-législative, donc durant les débats parlementaires, de se pencher sur référé. Bien sûr, il y aurait des technicalités pour savoir comment saisir le Conseil constitutionnel pour éviter que ça devienne un outil politique de censure, bien sûr. Mais ce serait de se référer, procéder à une analyse d'un projet de loi à la lumière notamment des libertés fondamentales, à la lumière du respect de la Constitution du Québec, pour que cette analyse fasse partie de l'intention du législateur. Ce qui fait qu'à partir du moment donné où cette analyse juridique de dire, bon, par exemple, on a un Conseil constitutionnel qui, lui, serait 100% à même de respecter les tenants et aboutissants du droit civil, de la tradition civiliste et des particularités et du génie du droit québécois en lui-même, serait mieux à même de se dire, écoutez, ça, à notre avis, selon la conception du droit qu'épouse le Québec, c'est contraire ou c'est valide face à telle liberté fondamentale. Et à partir du moment donné où ceci fait partie, parce que le législateur va adopter sa loi à la lumière de l'avis du Conseil constitutionnel. Et donc, cette première opinion juridique va devoir nécessairement dominer toute lecture ultérieure qui sera faite du droit, notamment par les tribunaux de nomination fédérale, la Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême du Canada, notamment dans tout exercice d'application, d'interprétation, mais aussi dans tout futur exercice de contestation du projet de loi. Ce serait une manière pour le Québec de dire, voici notre loi, non seulement dans ce qu'elle est, mais aussi comment on la pense et comment elle est valide par rapport à nos propres structures de droit. Et en plus, ça aurait une grosse valeur ajoutée que, eh bien, on serait capable de voir toutes les inadéquations, les scories, les problèmes qu'il pourrait y avoir avec une loi au stade pré-législatif pour régler le problème en amont, plutôt que de devoir attendre les bras croisés que un problème survienne en aval une fois que la loi a été adoptée et que là, la seule solution judiciaire, c'est la cassation. Donc, ce serait quelque chose qui permettrait beaucoup plus de flexibilité, mais aussi beaucoup plus d'autonomie et d'affirmation aux législateurs selon ses propres paramètres. Et cette manière de procéder, elle serait, selon moi, tout à fait possible à l'intérieur même des structures de l'Assemblée nationale, qui est, dans ses propres champs de compétences, souveraine. Parce que, ne l'oublions pas, dans la Fédération canadienne, les paliers de gouvernement provinciaux et fédéraux sont, en théorie, ou souverains et égaux l'un par rapport à l'autre dans leur propre champ de compétences. À l'exception de la toute petite coche de prépondérance fédérale en cas de conflit, à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, cette Assemblée est souveraine et si elle veut se doter de son propre mécanisme de contrôle des lois et notamment de contrôle de la pensée juridique avec laquelle nos lois vont être lues, abordées et comprises lorsqu'elles vont arriver devant les tribunaux canadiens. Alors bien sûr, ce n'est pas une garantie, mais c'est un outil fort. C'est quelque chose auquel le Québec aurait immensément d'avantages. Et ce qui m'amène à parler du deuxième point, la réforme de la Charte des droits et libertés de la personne. Pour beaucoup, et ça toute la question de la crise des accommodements raisonnables, on en parle depuis des années. C'est un écueil, le mot est fort, mais c'est un point de contention assez fort où entre les décisions des tribunaux judiciaires et le reçu collectif et public de la société, un fossé semble se creuser. Je vous donne un exemple qu'on connaît bien, l'affaire Moultani, l'affaire du kirpan dans les écoles. C'est la fameuse affaire Marguerite Bourgeois. Alors, je reviens très rapidement. Il était question, est-ce qu'une commission scolaire a le droit d'adopter un règlement qui vient interdire le port de toute arme
par les élèves dans une école. Alors, un règlement qui avait été adopté dans une perspective strictement objective, strictement universaliste, qui s'est fait cassé par la Cour suprême. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada a renversé les décisions antérieures des tribunaux québécois qui aura au contraire maintenu le règlement. Alors, ce règlement-là s'est fait casser parce que pourquoi? Subjectivement, une personne, le jeune Moultani, dont les parents ont saisi les tribunaux, une personne en aurait ressenti des effets qui l'auraient brimé dans sa liberté religieuse. Parce que lui, de confession sikh. Alors, un des tenants du sikhisme, c'est de devoir porter le kirpan, donc un poignard religieux. Et lui, il dit, eh bien, si vous m'empêchez de porter mon kirpan, vous m'empêchez d'exprimer mes droits religieux. Et c'est là où ça a mis en lumière, d'ailleurs, que dans la pensée de common law, dans la pensée anglo-canadienne, la pratique et la croyance sont largement, sinon entièrement, fusionnées. Au sens que vous ne pouvez pas valablement avoir des croyances si on vous brime dans votre expression pratique. Alors, le fait d'empêcher ce jeune élève de porter son symbole religieux, c'est le brimer dans sa pratique, c'est donc le brimer dans sa croyance, c'est donc le nier comme individu, alors on casse le règlement scolaire. Mais de l'autre point de vue, si on regarde un instant, la religion, dans la perspective civiliste, on fait une distinction entre la pratique et la croyance. La croyance religieuse, elle est souveraine. Ça, la tradition civiliste le reconnaît sans aucun problème. Personne ne peut vous dire quoi croire ou quoi ne pas croire, et personne n'a le droit de faire de discrimination ou de vous persécuter seulement au nom de vos croyances. Cependant, à partir du moment donné où vos croyances deviennent des pratiques, eh bien, qu'elles quittent l'intimité de la conscience pour s'exprimer comme un comportement social qui va avoir des répercussions dans le monde réel mesurable, eh bien, ça devient un choix. Vous choisissez de les exprimer, et dans la mesure où, et ça c'est une prémisse non négociable pour le droit civil, la religion ne subjugue pas le libre arbitre. Toute personne a la capacité de se faire sa propre tête sur une idée religieuse. Elle a la capacité de quitter une religion, embrasser une religion, changer de religion, choisir d'y adhérer ou non. Bref, le libre arbitre individuel garde le contrôle. Et dans cette perspective-là, le fait de pratiquer une religion, d'exprimer au travers des pratiques certains tenants et aboutissants d'un dogme religieux, c'est un choix. Un choix digne de respect, bien sûr, comme les convictions politiques, comme plein d'autres domaines, mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose à l'individu et qui subjugue sa liberté individuelle. Et donc, on considère que ce choix peut faire l'objet d'une réglementation sociale au nom de l'intérêt plus grand. C'est la même logique qui traverse la loi sur la laïcité de l'État, par exemple, ou tant d'autres domaines où on se dit, un instant, l'individu, dans son fort intérieur, c'est une chose qui est digne de respect, mais ça ne doit pas non plus permettre à la volonté individuelle de dominer et d'ignorer la volonté collective, notamment au travers des lois de la nation, notamment au travers des intérêts d'autrui. Et là-dessus, la Charte des droits et libertés de la personne, en ce moment, et ça, j'ai fait ma thèse là-dessus, elle est atteinte, alors, elle a été rédigée avec les meilleures intentions du monde en 1978. Et au moment où elle a été adoptée, on ne pouvait pas prévoir qu'il allait y avoir une telle chose que l'imposition de la Charte canadienne des droits et libertés, qui sera venue en 1982, sans le consentement du Québec, qui ne l'a jamais signé, soit dit en passant, qui va venir complètement brouiller les cartes et imposer une jurisprudence publiciste. La Charte canadienne des droits et libertés, elle s'applique exclusivement en droit public, et au travers du fait que la Charte québécoise s'applique à la fois en droit privé et en droit public, elle, essentiellement, a fait captation d'une bonne partie de la Charte québécoise à hauteur d'à peu près 45-55%, dépendamment des domaines. Dans certains, dans le droit contractuel, ça va jusqu'à 87%. J'ai fait le calcul numérique dans ma thèse. Ces chiffres, ça secoue lorsqu'on le voit, mais la Charte québécoise, au moment où elle a été rédigée, elle ne faisait pas la distinction entre droit public et droit privé. Elle n'a pas pensé à affirmer la distinction québécoise parce qu'on ne pouvait pas prévoir cette espèce de... Appelons-le comme il se doit, de coup d'État politique et constitutionnel qui s'en venait en 1982. Et 40 ans de jurisprudence de la Cour suprême ont lentement mais sûrement transformé le sens, ou à tout le moins capter ou tenter de, parce que c'est pas homologue et uniforme, c'est pas homogène, pardon, et uniforme partout. La jurisprudence elle-même, il y a des courants, c'est pas monolithique, c'est divisé. Il y a beaucoup de juges québécois qui essayent de dire des « oh là », alors que d'autres sont en train de dire que non, un instant, on doit avoir une vision cohérente à la grandeur du Canada. Je vais pas vous rentrer dans les détails là-dessus, mais la Charte québécoise n'a pas tenu compte, ne pouvait pas tenir compte. C'était impossible, on n'avait pas de boule de cristal pour voir dans l'avenir, mais il y a beaucoup de domaines qui vont avoir évolué avec
l'évolution de la jurisprudence, l'évolution du contexte, l'évolution de la lecture des libertés fondamentales, des pouvoirs judiciaires, et il serait temps maintenant de se dire, revoyons la chose pour la ramener beaucoup plus proche de la vision initiale de Jacques-Yvan Morin, de la vision initiale de la Charte québécoise comme une émanation du Code civil qui est supposé encadrer dans une perspective civiliste nos libertés fondamentales. Et rappelons que le Québec est différent jusque dans sa perception des libertés fondamentales. Et ce serait également le moment de se poser la question jusqu'à quel point nous reconnaissons-nous, nous en tant que société, dans les paramètres de la jurisprudence de la Charte canadienne des droits et libertés. Jusqu'à quel point sommes-nous à l'aise de reconnaître que telle ou telle situation, comme le dit la Cour suprême... Un instant, est-ce que nous, on veut vraiment reconnaître que telle ou telle situation, elle est liberticide? Est-ce que nous, on comprend la même manière? Est-ce que nous, on voit le droit du même angle? Une réforme de la Charte québécoise des droits et libertés sera l'occasion pour le Québec de 2024-25 et par la suite d'affirmer que, à l'époque contemporaine, nous, peuple québécois, embrassons telle vision du droit, que nous accordons à tel droit une importance absolument fondamentale, mais que, au contraire, nous sommes peut-être pas nécessairement en accord à 100% avec tels autres principes, tels autres courants qui vont avoir et qui découleraient de la jurisprudence canadienne, et que ce serait peut-être l'opportunité d'affirmer une certaine autonomie, qu'on respecte les droits et les libertés fondamentales à notre manière. Parce que, et je vais conclure là-dessus, ce serait, d'après moi, le plus grand sophisme juridique de l'univers que de prétendre qu'il y a une bonne lecture des libertés fondamentales, de dire qu'il n'y a qu'une seule manière de considérer que ceci sont les droits de l'homme, que la liberté de conscience et de religion, c'est ça, le droit à l'égalité, c'est ça, le droit de vote, c'est ça. Un instant. Il y a quand même 192 États souverains dans le monde qui le voient tous à leur manière différente. Chaque société a ses propres paramètres de droit et a aussi ses propres paramètres de lecture des droits. Et à moins de prétendre qu'une société est meilleure que les autres et qu'elle a compris alors que les autres sont encore dans l'ombre et n'ont pas encore compris, et ce qui est une dangereuse pente vers l'impérialisme juridique que je me refuse d'aborder, on doit reconnaître que chaque société, oui, même dans des questions aussi fondamentales que les droits fondamentaux, a le droit et est légitimé de vouloir chercher à préserver sa propre vision, non pas en se prétendant meilleure que les autres, mais du simple fait qu'elle est la sienne et que c'est au travers de cette vision qu'elle a construit sa culture, son droit, ses institutions, ses valeurs communes qui évoluent en même temps que le droit et même son rapport face à toute la chose juridique en société. C'est quelque chose qui, on est en 2024-2025 au moment où ce balado sera diffusé, c'est quelque chose auquel il est temps de rappeler que les peuples et les nations ont leur importance dans leur mot à dire sur comment ils se conçoivent, comment ils voient leur propre vivre ensemble, qu'ils sont ultimement les meilleurs à choisir par et pour eux-mêmes. Et c'est bien sûr pour ça qu'on a des règles de droit qui nous mettent des paramètres, qui nous mettent nos libertés fondamentales. Je vais sortir un exemple et je me garde de prendre position là-dessus. Mais pensons tout le débat sur la liberté reproductive qui sort de l'ombre depuis le renversement de la Cour suprême américaine de la décision Roe versus Wade. Eh bien, ultimement, le Québec, en ce moment, toute la question de la liberté reproductive, ça n'a jamais fait l'objet d'un choix de société voté par loi. Ça a été imposé par décision de la Cour suprême dans l'affaire Tremblay contre Daigle. Et si je ne suis pas en train de me positionner contre le résultat final, la manière dont on est parvenu par imposition d'une décision qui a coupé court au débat de société sur cette question qui était d'une importance cruciale et fondamentale. Personnellement, probablement que à l'époque, j'aurais fini par arriver au même résultat que la Cour. Enfin, je dis juste un jeu théorique, là. Mais on aurait peut-être fini par arriver au même résultat que la Cour en disant qu'effectivement, il faut tout à fait respecter le droit à l'interruption de grossesse et tout, mais le débat n'a pas eu lieu. Il a été coopté par l'imposition d'une solution. Et ça, le débat social là-dessus doit avoir lieu et c'est là-dessus que, par exemple, dans la décision Tennessee contre Jackson qui a renversé Roe versus Wade aux États-Unis, qui a rapporté aux États individuels le fait de, écoutez, c'est une décision sociale de si haute importance que ce n'est pas aux tribunaux de décider à la place du peuple. Il y a des guides, il y a des libertés fondamentales sur telle ligne à ne pas franchir. Oui, absolument, mais qui détermine au juste
quelles sont ces lignes à ne pas franchir. Et ça, c'est le retour de la démocratie dans son sens le plus profond en droit. Et ça, mon Dieu, depuis une dizaine d'années, c'est un fait incontestable. C'est quelque chose qui revient et c'est quelque chose dans lequel droit et politique doivent marcher de concert. C'est super, ça conclut super bien. Vous avez ramené droit et politique ensemble. Une super belle conclusion. Merci beaucoup, Maître Côté. Merci. Puis, vous venez d'écouter Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado de programme de droit et politique appliqué de l'État de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Merci à notre invité encore une fois. Et je remercie chaleureusement aussi ma co-animatrice, Marie-Sophie Demofli. Je l'ai bien dit, Demofli? Demoflis, excusez-moi. Et pour plus d'informations sur le balado ou sur les nouveaux programmes en droit et politique appliquée de l'État, écrivez-nous au dpae.droit@sherbrooke.ca ou visitez le site web de l'Université de Sherbrooke. Merci et à bientôt pour un nouveau balado.